Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo analyse Spearhead avec les factions de l'ordre. On est parti, let's go! Salut Cyril. Salut William. Merci d'être venu pour cette analyse des factions de l'ordre. Alors ça fait 2 jours qu'avec Cyril on a testé quasi l'intégralité des factions de l'ordre. Merci encore à toi. Et là on va vous donner notre avis dessus avec les points forts, les points faibles de chaque faction et un petit peu le gameplay de chacune. Ce qu'il faut bien garder en tête, c'est qu'aujourd'hui on ne vous présente pas une analyse méta qui aurait pas de sens. Ça n'est même pas encore vraiment sorti, mais plus les premières impressions, les premiers ressentis après ces parties, pour faire en sorte que vous, derrière, vous puissiez choisir au mieux l'armée qui vous correspond. Et l'autre point très important, c'est donc que Spearhead est une excellente porte d'entrée dans AOS, puisque toutes les boîtes permettent d'avoir un bon début d'armée qui est équilibré, qui est intéressant, et en plus de ça, elles sont toutes équilibrées. Ouais. Nous, de notre ressenti, on n'a fait que des parties équilibrées, à part une, on reviendra dessus. Mais pour le coup, c'est, à mon sens, le meilleur format que Game Workshop ait réussi à sortir en prenant le meilleur d'AOS, le meilleur de 40K, pour en faire un jeu fun, un jeu simple, mais pas simpliste, et rapide. Rapide, puisque en 4 heures, on a fait... Aujourd'hui, en 4 heures, on a fait 3 parties. Donc à partir de là, ça change tout, sachant qu'avant, il nous fallait 4 heures pour une seule partie. Voilà. Donc c'est du bonheur. Ouais, c'est ça. Le format, il est vraiment très sexy, il est très agréable à jouer, on s'amuse, c'est du fun, il y a de la stratégie derrière, c'est top. En 4 heures, faire 3 parties, c'est énorme. Ouais. C'est énorme. C'est peut-être même plus rapide que du Warcry. C'est le moment du hobby pour aller convertir vos amis. Ouais, c'est vrai. Bon, on est parti, Cyril. On attaque avec la première faction, la première fer de lance, City of Sigmar. On commence avec les City of Sigmar, la faction mise en avant via les croisades et Eofor et du coup un petit peu cet début de V4. Donc on a une compagnie de 17 figurines avec en point fort, je vous donne tout ce qu'on a noté avec Cyril. Déjà le fait d'avoir des renforts sur les hommes de fer, donc ça c'est cool, ça donne une certaine résilience. On va avoir cette possibilité de jouer sur toutes les phases, donc avec du corps à corps, du tir et aussi des aptitudes en phase de héros, donc ça c'est cool. Une bonne mobilité, vu qu'on a de la cavalerie et un général monté à cheval. Donc on va pouvoir comme ça facilement reprendre les objectifs sur table. C'est une très bonne chose. On a également une bonne sauvegarde d'armure avec la pire du 4+, la meilleure du 3+. Donc on sauvegarde bien, on tank bien. Et une possibilité aussi de se mettre une petite ward assist sur les objectifs consacrés. Par contre, clairement, leur inconvénient, leur défaut, ça va être leur capacité, leur habilité à taper sur l'adversaire ou c'est sur du 4+, donc ça dévisse très rapidement. Le canon aussi tire sur du 4+, son tir longue portée. Ouais, c'est ça. Donc lui aussi, pareil, en 2 tirs longue portée, ça dévisse hyper rapidement. Et derrière, on a du 4+ pour toucher nos cavaliers, nos poneys. Et de la reine. 5+ pour toucher les poneys. Ouais, 5+ pour toucher les poneys. Pas de perforation ou peu de perforation d'armure. Peu de perforation d'armure, juste des cavaliers. Ouais. Donc c'est vraiment, quand on a décidé d'abattre une cible, faut pas hésiter à envoyer plusieurs ressources. Ouais, il faut pas diviser nos forces. Surtout pas. On tape pas très fort, donc ça serait plutôt sur les points négatifs. Et un dernier point positif que j'ai pu mettre, c'est une bonne rejouabilité avec des bonnes optimisations et un trait d'allégeance qui est sympathique. On va pouvoir conserver une carte, l'utiliser à n'importe quel moment. Donc c'est cool. La jouabilité, je pense, des City of Sigmar est bonne. On a quelque chose d'assez équilibré, ce qu'on peut mettre comme ça comme conclusion. On a quelque chose d'assez équilibré. On joue sur toutes les phases. Donc je trouve plutôt sympa. Et en plus, la fer de lance, personnellement, je la trouve très jolie. Je suis d'accord que c'est dans les nouvelles armées qui sont magnifiques. Petite phrase tout de même pour les débutants. Attention. Au niveau de la peinture, c'est pas ce qu'il y a de plus facile. Alors après, quand on y arrive, on peut être satisfait parce que l'armée a de la gueule, mais on sait qu'on va un peu en chier sur la peinture. Ouais, sur la peinture, il faut faire gaffe. Et dernier point qu'on a noté, c'est un skip cap assez élevé quand même pour les City of Sigmar. Pour vraiment bien comprendre comment coordonner son armée, il faut faire quelques games. Tout à fait. Et c'est d'ailleurs le cas pour plusieurs capacités, enfin plusieurs armées de l'Order. Mais on va revenir sur les suivantes juste après. Clairement. Et aussi, dernier truc que je viens de... Parce qu'on est professionnel maintenant, on prend des notes. Dernière chose que j'ai noté, c'est qu'on n'a pas beaucoup de BM et qu'on a aussi très peu de perforation d'armure.
Ouais. Ça, Donc, il on faut... revient sur le fait de taper mot, donc de bien réfléchir à quelles ressources on va envoyer où pour faire le boulot, quoi. Ouais. Mais je pense que du coup, il faut vraiment combiner notre tir avec notre charge, nos dégâts au corps à corps, pour vraiment sortir les menaces adverses. Carrément. Bon, on vous met bien sûr toutes les fiches en même temps qu'on parle. Vous avez toutes les fiches à l'écran, comme ça vous pouvez mettre pause et zioter comme ça toutes les statistiques tranquillement. Allez, je te laisse faire la suivante. On attaque, allez, avec Fire Slayer. Donc les Fire Slayer, moi c'est mon gros coup de cœur cette fois-ci pour les Spearhead. Donc encore une fois, on a besoin d'un peu plus les tester, mais j'ai trouvé que c'était vraiment la capacité donc des runes offre une boîte à outils absolument géniale où du coup on a 4 optimisations à choisir laquelle on choisit à quel tour. Et soit on va taper, on va avoir un bonus pour toucher, soit un bonus sur la perforation d'armure, soit sur le mouvement. Donc c'est vraiment du bonheur. Derrière, ils sont hyper tanky parce qu'il y a quand même une cinquantaine de PV. Donc certes, c'est des saves à 6 ou à 5, mais avec notre général et avec la ward, il faut les sortir ces 52 PV de nains en slip et c'est loin d'être évident. Et puis surtout, bah, ils tabassent. Hein. Ils tabassent fort, hein, ces nains. Et c'est d'ailleurs eux qui nous ont offert la partie Spearhead la plus rapide. T1, ils ont chargé. T2, la partie était terminée. Donc, bon, il a crit la rune aussi. Hein. Forcément, quand on crit la rune à 6 qui nous offre plus un perforation d'armure, plus un dégât, c'est compliqué. C'est compliqué pour l'armée d'en face. En défaut, honnêtement, j'en vois pas trop. Ils ont toujours eu un défaut qui était hyper récurrent, c'était le fait que ils ont que 4 de mobilité. C'est des nains, ils ont des petites jambes, ils se déplacent doucement. Mais comme la table est nettement plus petite, et ben ce défaut-là est nettement plus lissé. Et c'est du bonheur. Donc on a beaucoup de nains, donc génial pour prendre la table. On est moins impacté par la mobilité et on tabasse, on tank. Donc c'est vraiment génial. Le point auquel il faut faire hyper attention, c'est qu'on est dépendant du général. C'est le seul point vraiment négatif. Donc si on se fait sortir notre général par des tirs ou autre, à cause d'une sournoiserie par exemple, et on perd notre général T1, là on commence à bégayer. Mais à part ça, c'est vraiment du bonheur parce que c'est des nains en slip comme on se les imagine, qui arrivent, qui mettent des grosses baffes et qui certes, ils encaissent pas beaucoup, mais il y en a d'autres des nains au pire. Donc au final, moi je trouve que c'est du bonheur cette armée. Enfin, cette Spearhead. C'est très très fort. Par contre, au niveau de modélisme et débutant, c'est relou. C'est relou. J'allais dire rébarbatif et redondant, dans le sens où c'est toujours plus ou moins la même figue à peindre. Et voilà, il faut être accroché, faut être au courant de ce vrai défaut-là, où il faut avoir envie de peindre ces 25 nains. Ouais, 25 nains en slip qui sont très ressemblants les uns des autres. C'est ça c'est le vrai problème. Par contre, je pense que pour les débutants, après le gameplay, c'est du bonheur. C'est du bonheur, ça se prend facilement en main. Et, ouais, on peut éventuellement jouer sur toutes les phases si on prend une optimisation qui nous permet de tirer. Tout à fait. Et en plus, le tir fait ultra mal parce qu'il fait des BM. Ouais. Donc, en vrai, les Fire Slayer, c'est très fort. Il y a une grosse perforation d'armure, ça tape très bien. Il y a de la BM aussi. C'est du bonheur. C'est puissant. Ouais, c'est puissant. Tout à fait. On enchaîne avec les Idonettes Deepkin, les elfes des mers. Alors, les points positifs, c'est ultra rapide. C'est ultra rapide, ça vole, donc vous allez pouvoir vous déployer un petit peu partout sur la table, récupérer les objectifs comme bon vous semble. On a également une très bonne aptitude d'allégeance avec la marée, donc cette marée qui monte et qui va nous donner des bonus. Ça, c'est vraiment cool. Par contre, l'inconvénient de cette aptitude, c'est qu'il faut gérer le tempo et ça demande une certaine pratique de jeu. C'est pas comme ça en première partie ou en 2-3 parties que vous allez bien comprendre le mécanisme. Vos premières parties, vous risquez de les perdre parce que c'est une armée qui est très glace canon, donc qui frappe fort, mais derrière qui ne tank pas. On n'a aucune ward, on a des saves à 5+, 4+, pour les meilleurs. C'est compliqué. Heureusement qu'ils ont les tralls qui ont la capacité renfort. Ouais. Heureusement qu'ils ont ça. Sinon, ils ont vraiment les murènes pour faire du DPS. Ils jouent à toutes les phases malgré tout. Ouais, après le tir, il n'y a que le requin qui l'a et le général, et c'est des tirs presque anecdotiques. Un petit peu anecdotiques. Mais mine de rien, ils ont quand même toutes ces possibilités-là.
Ce qui en fait, je pense, une armée assez sympa, surtout pour les débutants en termes de peinture, en termes de modélisme. Les figurines sont très belles et sont accessibles. Clairement. Mais voilà, comme l'a dit William, je pense qu'il faut pratiquer avant de réussir à maîtriser le tempo de la partie et pas se faire enfoncer T1 ou alors au contraire vouloir charger l'autre T1 parce qu'on peut, certes, parce qu'on a cette mobilité-là, mais c'est pas forcément le meilleur choix à faire à chaque fois. De toute façon, en général, tu vas vouloir charger T2 parce que tu peux courir et charger et ça c'est cool. Fait. Mais j'aime beaucoup la composition parce qu'on a de l'infanterie, on a de la cavalerie, on a un peu de tir, c'est cool. L'infanterie revient également. Voilà, il faut savoir que c'est 2 x 5 trals et pas 1 x 10 trals. Donc ça permet aussi de se déployer d'une façon un petit peu différente, de flaguer des objectifs comme ça. Donc c'est cool. Et c'est un peu d'ailleurs une caractéristique des elfes que d'être justement performant mais aussi fragile. Exactement. Et donc il faut les manier avec délicatesse. Avec subtilité et délicatesse. Exactement. Allez, je te laisse faire la suivante. Au niveau des Stormcast, les élus de Sigmar, c'est une armée qui est très forte. Elle tank très bien, enfin des très bonnes saves, et elle tape comme une brute. En plus, à côté de ça, on a de la mobilité grâce à notre char les 2 premiers tours, et au tour 3 et 4, on a nos 2 unités qui arrivent de FEP, donc pareil, on peut les mettre vraiment en fonction de la situation. C'est une charge à 6, donc nous qui sommes habitués aux charges à 9, la charge à 6, pas relançable, sauf si on a la carte qui va bien au bon moment, mais la charge à 6 rentre un peu plus souvent, en tout cas avec moi elle rentre à chaque fois. et donc c'est ça qui est vraiment très très sympa avec eux. Maintenant, ce qu'il faut vraiment garder en tête, c'est qu'elle est moins facile à jouer que ce qu'elle en a l'air, parce que certes tous les War Scrolls sont très solides, mais l'armée est coupée en deux, où on joue d'abord avec notre char, nos petits héros et les 5... 2 x 5. Les 2 x 5 épéistes. Qui 26 torts, 24, on sait pas trop. 26 torts. On va dire des épéistes de Sigmar. Voilà, on joue et donc on a d'abord cette partie d'armée et ensuite on a Indrasta et les Annihilators qui arrivent et eux qui sont là pour mettre des grosses baffes. Donc il faut vraiment réussir à gérer le fait que notre armée soit coupée en deux, réussir à temporiser les 2 premiers tours pour les 2 tours d'après mettre des grandes baffes. Quand ça se passe quand on y arrive, c'est du bonheur. Par contre, si on se fait raser notre armée, notre première partie d'armée T1, T2, et que là on doit revenir au score après, très compliqué pour scorer, très compliqué. Mais donc c'est pour ça que c'est pas, elle est moins forte, enfin, elle est très très forte sur le papier, mais elle demande, et c'est d'ailleurs un peu le charme de toutes ces armées, c'est qu'elle demande un certain doigté, une certaine subtilité pour être jouée. Un certain doigté, ouais. Tout à fait. Tout à fait. Et c'est une armée idéale pour la peinture, pour les débutants, parce qu'il n'y a pas beaucoup de figues, c'est des belles figues, et qui sont permissives, on va dire, au niveau de la peinture. C'est vrai. Au niveau de la peinture, tu peux te permettre d'y aller assez facilement. Tu mets une base en or, tu mets un petit ancrage, un petit brossage derrière. Tu as fait 60% du taf, 70% du taf. C'est bien. Et si on a des artistes en herbe qui nous écoutent, le modèle comme Indrasta ou le char, là, si vous avez vraiment envie de vous envoyer, passer des heures et des heures sur la même figue, elles sont toutes désignées pour ça, parce que c'est des très beaux modèles. Clairement. Donc moi je trouve que c'est une très bonne fer de lance pour démarrer. Pour rentrer dans le hobby, c'est parfait. Sur table, vous n'allez jamais être frustré parce que vous avez quelque chose qui tank vraiment bien avec des saves à 3 et à 2 pour les Annihilators. Donc vous tankez bien, vous frappez fort. Et bien sûr, après, c'est à force de jouer qu'on va commencer à maîtriser aussi un peu ce genre de tempo, de ne pas se faire laver avant d'arriver au 3e tour. Complètement. Et votre adversaire va bégayer le tour 3 une fois que le début. Ah oui, ça fait mal. Ça fait mal. On enchaîne avec les luminettes, les elfes de la lumière. Alors j'ai pu les tester 2 fois et c'est vraiment super agréable à jouer. En point positif, on va avoir la possibilité de jouer sur toutes les phases réellement. Avec une phase de héros, on va pouvoir faire des sorts. La phase de tir, on va pouvoir tirer avec ses 10 archers et la phase de corps à corps où on va pouvoir aussi tabasser. Donc c'est vraiment très agréable de jouer comme ça sur toutes ces phases. On a des aptitudes d'allégeance excellentes. Et ces aptitudes d'allégeance d'ailleurs offrent aux joueurs la possibilité soit de partir sur de la mobilité en prenant la TP à chaque tour,
soit en partant sur la tankiness avec des wards. Ouais, c'est ça. Ou on va prendre des wards, ou on va prendre des TP, ou on va prendre des vitesses de Ish. Donc c'est à nous, dépendamment de l'adversaire qu'on va affronter, de gérer notre gameplay, entre guillemets, notre optimisation. C'est une super boîte à outils. Ouais. Et vraiment, c'est agréable à jouer et c'est du bonheur aussi, malheureusement, même si c'est des elfes, qu'on n'aime pas trop les elfes. Ah si, moi j'aime les elfes. Moi j'aime les elfes. Donc ce que j'ai noté aussi, c'est qu'on a quand même une assez bonne résilience. On a les 10 archers qui vont pouvoir revenir via les renforts. On a les 10 lanciers qui vont pouvoir venir via les renforts. On a la possibilité de se mettre des wards, on a la possibilité de mettre des BM, bon ça va pas dans la résilience mais ça va dans la possibilité d'agresser son adversaire, donc on va pouvoir mettre des BM à distance, on a une sauvegarde plutôt correcte, voilà avec des saves à 4, 5, mais ça reste correct avec les wards derrière à 5 derrière, on a la possibilité de tanker. Par contre, l'inconvénient majeur de l'armée, c'est que les unités sont dépendantes les unes des autres et qu'on a un petit peu l'obligation de jouer en château fort. Ouais, clairement. Comme à l'époque, quand il y avait Teclis au milieu, on garde un peu cet ADN et cette philosophie de on reste paquet, les lanciers, ils se serrent les coudes et ils espèrent sur les archers derrière, mais on peut pas jouer un petit peu MSU, lui il part à droite, lui il part à gauche et on étale l'armée. Non, c'est compliqué. Si vous faites ça, en fait, ça dépend de qui vous allez affronter et c'est ça qui est bien aussi dans Fer de Lance, dans ce jeu, c'est que dépendamment de votre adversaire, vous allez choisir vos optimisations. Donc si vous avez un adversaire qui frappe fort, vous allez vous créer un build défensif. Par contre, si vous savez que lui, c'est un petit peu une chips en face et que son point fort c'est de la mobilité, vous pouvez chercher aussi la mobilité. Et comme ça, avoir cette possibilité d'avoir des vitesses de Ish, des TP, des petits trucs comme ça. Donc moi, j'aime beaucoup. On a vraiment une grosse possibilité de jeu, une bonne rejouabilité, et j'ai trouvé ça vraiment très fort. C'est agréable à jouer, c'est la capacité d'adaptation qu'on souhaite vraiment mettre en avant. Et pour revenir sur l'aspect modélisme, faut reconnaître que les figues sont magnifiques. Ouais, c'est notre avis perso, mais moi j'aime beaucoup. Je pense que c'est même un avis objectif, puisque moi j'aime pas les elfes et je suis obligé de reconnaître qu'ils sont beaux. Ils sont beaux, c'est con. Ouais, voilà. Moi je suis de ton avis, hein, mais peut-être qu'il y a des personnes qui vont nous regarder, qui vont dire « Ah non, Luminette, je trouve ça moche ». Par contre, on a un avis qui diffère sur la peinture. Après, on n'a pas le même niveau de peinture aussi, mais moi, le Luminette me fait un petit peu peur. Tandis que William, lui, va l'exciter un peu. Moi, je trouve que c'est assez simple. Avec du contraste, en fait, tu peux venir facilement créer quelque chose d'assez joli. Donc, même pour un débutant, ça va. Ouais. C'est pas aussi poussé qu'un City of Sigmar. Le City of Sigmar, il est un peu plus difficile à travailler. Là, le Lumi, je trouve que ça va. On n'en a pas encore tout à fait parlé, mais c'est vrai qu'avec l'Idonet et avec le Sylvanet, ce sont des filles qui sont belles et accessibles au niveau de peinture. Surtout le Sylvanet. Ouais, surtout le Sylvanet, il est parfait. Contraste, brossage, mais bon, on va y venir après sur la prochaine analyse. Alors, la prochaine qu'on va se faire. On peut enfin partir sur les nains. On revient à des vrais bonhommes virils. Tu veux faire les Caradrons? Allez, Caradrons. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire sur eux? C'est toi qui les as joués. Ouais, bah moi dès que c'est court sur pattes, c'est mon dada, si je peux dire. Bah, les nains ont toujours été, enfin les nains et les Caradrons ont toujours été un peu une faction à part dans AOS, puisqu'ils misent, ou presque, quasiment tout sur le tir. Donc là, sur ce format-là, on se rend compte que leur tir est quand même assez violent. Très violent. Il peut dévisser, parce que la plupart c'est du 4+, mais quand ça passe, c'est vraiment, vraiment létal. En plus, dans AOS, eux ont une grosse mobilité, donc ils ont la possibilité, dans AOS Spirit, ils ont la possibilité de venir apporter des héros pour aller sniper le héros, type les armées, type Flash Hitter courte ou Fire Slayer. Typiquement, ça va être très compliqué. Les armées dépendantes de leurs héros vont avoir beaucoup de mal contre les Caradrons, parce qu'ils sont violents au tir, ils peuvent sniper, ils ont la mobilité, ils ont un petit peu de corps à corps tout de même. Donc ça en fait une armée difficile à appréhender, que ce soit pour l'adversaire comme pour le joueur. Donc on revient un peu sur cette notion de skill cap élevé, où donc c'est une armée qui est géniale, mais qui demande de la pratique avant d'être maîtrisée et qui se détache un petit peu des autres, parce qu'elle est complètement différente. On faudrait vraiment pas miser sur le corps à corps là-dessus, quoi. Clairement pas. Et puis il faut vraiment avoir la capacité d'anticiper, puisqu'on a la possibilité d'être embarqué dans notre frégate. Donc il faut vraiment réussir à voir au tour suivant, au tour un petit peu suivant, pour savoir un petit peu
quelles unités on va amener où, hein, entre guillemets. Clairement. Avec aussi un point fort, on a une pièce centrale qui fait vraiment très mal, la frégate, Oui. qui fait peur, qui a cette possibilité de bouger un peu partout, comme tu disais, de tirer un peu là où elle veut. 15 PV, save à 3. Et c'est ça. Et en plus, elle est ultra tanky. Ouais, complètement. Donc c'est compliqué. Si en face, vous n'avez pas la possibilité de faire des blessures mortelles, eh ben bon courage pour la sortir. Alors, ou blessure mortelle, ou une grosse perforation d'armure. Mais sur fer de lance, il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont de grosses perforations d'armure. Ouais. Pas beaucoup d'unités qui ont ça. Donc c'est une pièce qui est très difficile à sortir et qui fait peur. Tout à fait. C'est pour ça que j'aurais tendance à dire que c'est une armée, que ce soit à jouer comme à affronter, qui n'est pas vraiment faite pour les débutants et qu'il faut déjà avoir vraiment compris certains aspects du hobby pour pouvoir s'amuser avec ces petits bonhommes-là. Mais une fois que c'est le cas, c'est du bonheur. Comme tous d'ailleurs. C'est du bonheur quand vous les affrontez pas. Juste petite précision et qui revient sur la notion de difficulté à maîtriser, il n'y a pas de renfort. Il n'y a pas de renfort chez les Caradrons, il n'y a pas de renfort chez les Fyreslayer. Nous, les nains, on n'a pas besoin de ça. Bah, t'en as pas eu besoin aujourd'hui. Bon, faut savoir qu'il y a quand même une carte qui nous permet de ramener des renforts. Bon, c'est des 3 figurines, c'est pas fifou, mais n'importe où sur la carte et qui permet comme ça de récupérer un objectif ou venir embêter l'adversaire. Tout à fait. Ou même marquer à notre objectif les bords de table ou n'importe quoi. Complètement. Et d'ailleurs, cette carte renfort ne fonctionne que sur les unités de 5 ou plus. Donc, typiquement, les 3 Croxigor, les 3 Stratoguard, ça ne fonctionne pas. Par contre, les 5 Berserker Fyreslayer, ça fonctionne. Et c'est trop fort. Et ça pique. William me contraint sous la torture à vous parler des Sylvanettes. Donc, alors, il faut savoir que les 2 prochaines, je te laisse faire les 2 prochaines et je terminerai avec Séraphon. Les 2 prochaines, on n'a pas pu les tester. Exactement. Il y a énormément d'armées dans l'ordre. Malheureusement, on n'a pas toutes les figurines. C'est un peu compliqué. Pas encore. Donc, ces 2 armées qu'on va faire, Sylvanette et Daughter of Cain, on les a pas testées, on les a juste analysées sur papier. Vas-y, je t'en prie. Donc, de ce que nous a semblé percevoir de ces armées, avant tout, les Sylvanettes, c'est une super mobilité grâce à leur TP, avec une pièce centrale majeure et dangereuse, qui est donc le Sylviarch. Par contre, justement, quand on a une grosse pièce comme ça, il faut aussi faire attention à bien la maîtriser, parce que sinon, ça peut polariser vraiment la game. Mais entre leur TP et le Strike and Fade, donc taper, s'évanouir, c'est vraiment... Ce serait pas un peu anglais, toi, par hasard bilingual. Donc, c'est vraiment ça qui est, je pense, leur aptitude et leur point fort principal. L'autre point qui est sympa, c'est qu'ils jouent sur toutes les phases, puisqu'il y a des vrais archers. Et là, c'est ce Sylviarch, ce Tom Arbre qui tape comme une brute. Donc, ça, c'est vraiment les points sympas. En point moins sympa, c'est que le général nous a semblé quand même très fragile. Ouais, la branche Wish là, ou exactement, elle est un peu fragilos, Donc, pour faire bref, ça nous semblait être une belle armée pour débutants, même si au niveau du gameplay, là encore, il va vous falloir quelques parties pour vraiment réussir à maîtriser vos petites branches. Pas mal celle-là. Mais dans l'idée, c'est un peu le même schéma. De toute façon, c'est un peu toujours ça. Les elfes, dans l'idée, c'est qu'ils vont rester quand même relativement fragiles. Ils vont être tout à fait performants, mais ils vont pardonner assez peu l'erreur ou la charge ratée, par exemple, parce que derrière un petit coup de feu, il n'y a plus de forêt. Hein. Par contre, Sylvanette, on a quand même une grosse capacité à se soigner. Mais comme l'a dit Cyril tout à l'heure en off, s'il n'y a plus personne, on soigne rien du tout. C'est le problème. Donc il va falloir faire gaffe à là où on va choisir nos combats. Et une dernière chose aussi, c'est que même si on a du renfort, on a les 5 kikis là qui reviennent, là, je sais plus les 5 branches qui reviennent. Hormis ça, on a très peu de figurines sur table. Oui, donc de difficulté à prendre les objectifs. On a 5 figues, plus les 3 archers, plus l'homme arbre et le général. Donc c'est peut-être la team la moins populeuse de toutes les fers de lance. Parmi les moins populeuses, ouais, tout 5, à fait. 3, on est à 8, et les 2 héros, entre guillemets, on est à 10. On est sur du Warcry. À vérifier si c'est pas 2 x 5 branches. Bon, on a quand même fait une vérification, hein. Ils sont bien que 10 dans la team. Donc c'est effectivement bien une des moins populeuses. C'est peut-être la moins populeuse. On faudra vérifier avec les autres factions. Ouais, mais en tout cas, dans l'ordre, c'est la moins populeuse. Clairement. Donc on revient encore sur cette notion de, certes ça se soigne, mais s'il n'y a plus personne, il n'y a plus personne.
Donc c'est l'inconvénient. Voilà, donc je te laisse enchaîner sur les Daughter of Cain si t'es chaud. Eh ben on va essayer, hein. Donc pareil, on les a pas joués, donc à prendre avec Avec des pincettes. Exactement. Mais ce qu'on constate, c'est que l'aptitude d'armée est hyper intéressante et elle est cumulative. Donc plus le temps passe, plus fort. Voilà. Donc à partir de là, ça implique également de maîtriser un petit peu le tempo de la game, ce qui me fait penser aux idonettes également. Ouais. Maintenant, effectivement, on a une ward en plus et l'aspect que tu soulignais, c'est qu'on retrouve un peu ce schéma d'armée Heroic Fantasy avec de la cavalerie, de l'archer, de l'infanterie, vraiment bien caractéristique et assez sympa à jouer. Donc bon, forcément, on va jouer à toutes les phases avec du tir, du corps à corps, des unités qui reviennent en renfort. Donc une armée intéressante. T'en as pensé quoi, toi? Moi, sur le papier, déjà, je trouve que la composition est super intéressante. On a des belles figues, assez, comme tu l'as dit, assez équilibrées, cavalerie, infanterie. Ça, c'est vraiment cool. Maintenant, en termes de statistiques, malgré les buffs qu'on va pouvoir avoir, et en plus, les buffs viennent assez tard, ceux qui sont vraiment impactants, c'est le plus 1 à la touche, plus 1 à la blesse, parce qu'on n'est pas sur Age of Sigmar où on a une table vraiment très grande. Le plus 1 course, plus 1 charge, en vrai, sur Spearhead, on s'en fout un peu. On n'en a jamais eu quasiment besoin. Les charges, tu les loupes quasiment jamais parce que c'est toujours des charges à 3, 4, 5, 6. Donc, c'est pas ça qui est le plus impactant. Par contre, le plus 1 touche est ultra impactant, sachant qu'à l'heure d'aujourd'hui, en V4, ils ont changé les statistiques des unités et c'est plus comme avant. Maintenant, si tu as un elfe, tu es assez habile, tu vas toucher assez bien. Par contre, si tu as un monstre, tu vas toucher assez mal. Tout à fait. Et on a des fois des capacités à mettre des moins 1 à la touche, comme on n'en a pas parlé, mais tu as les idonettes qui mettent des moins 1 à la touche. Donc, voilà, donc moins 1 à la touche, ça fait extrêmement mal à l'adversaire. Et pouvoir se donner un plus 1 à la touche, c'est ultra bien. Et pareil, le plus 1 blesse, maintenant on peut le constater, tous les elfes blessent sur du 4+. Donc c'est fini le 3+, du moins presque tous les elfes. Si tu regardes les luminettes, les idonettes de base, c'est 3+ à la touche, blesse sur du 4+. Ouais, tout à fait. À part si t'es de l'élite. Donc pouvoir se donner un plus 1 à la blesse, c'est très fort. Malheureusement, ça arrive qu'au T4. Donc il faut bien temporiser, il faut bien gérer notre armée pour arriver T3, T4 avec encore assez de force de frappe et faire mal. Et d'ailleurs, on constate un manque de perforation. C'est ça que j'allais dire. Et un manque de blessures mortelles qui, justement, reviennent sur cette notion de temporiser et de maîtriser le tempo de la game. En fait, on est obligé d'attendre la saturation, d'attendre le tour 3, tour 4 pour pouvoir se dire on va saturer parce qu'au moins nos touches et nos blesses vont fonctionner pour espérer que lui derrière foire ses sauvegardes parce qu'on a très peu de blessures mortelles et on perfore pas. Mais donc typiquement, un Daughter of Cain contre un Stormcast, où c'est compliqué. Voilà, parce que le T1, le T2, le Stormcast, lui, veut attendre, mais le Daughter of Cain aussi. Donc c'est là où il va vraiment falloir maîtriser un peu tous ces aspects. Néanmoins, la petite comparaison qu'on peut faire au niveau des elfes, c'est que le Daughter of Cain va un peu être sur le schéma des luminettes, dans le sens c'est une armée qui s'adapte énormément avec de la cavalerie, avec du tir, avec de l'infanterie, là où le Sylvanette va un petit peu plus ressembler à l'Idonette. Grossièrement, même si bien sûr, chacun a ses spécificités. Ça reste des elfes. Il y a les elfes, il y a les elfes poissons, il y a les elfes arbres, mais c'est des elfes, donc on y trouve quand même des petites similitudes. Similitudes, c'est mieux. Si jamais vous voulez commencer Daughter of Cain, je trouve que c'est cool parce qu'on a une belle fer de lance. Ouais. Donc ça, c'est intéressant. Maintenant, au niveau de peinture, ça demande un petit peu de doigté. C'est un mi-chemin, je dirais. Voilà, il y a quand même pas mal de peau. Mais je trouve que c'est des belles figues. Même si certaines sont un peu vieillottes, elles restent quand même au goût du jour. On a un très beau héros. Donc c'est sympa. Ouais, ça reste des meurtrières en petite tenue. Voilà, sexy en plus. Et on termine avec les Séraphons qui sont maintenant intégralement avec une nouvelle gamme de figurines. Très très belle. Je faisais le Carnosaure. Ah ouais, j'ai compris. Donc, qu'est-ce qu'on a pris en points positifs et points négatifs? En vrai, il n'y a pas vraiment de gros points positifs et de gros points négatifs parce qu'on a quelque chose de plutôt équilibré. Ouais. Voilà. Alors,
Les tirs, c'est assez anecdotique, il n'y a que le héros qui peut tirer, donc on va pas dire qu'il joue sur toutes les phases. Les optimisations, on choisit entre la tankiness ou l'agressivité, mais pareil, ce n'est pas des choix qui sont réellement déterminants. Non, parce qu'en fait, on va pouvoir avoir une ward assist entièrement dans notre territoire. Ou 6 tirs à la place d'un D6, enfin, Bon, je sais pas grand-chose. c'est pas ultra impactant. C'est un peu dommage. d'ailleurs. Ouais. Encore, mais oui, un petit peu dommage là-dessus, un petit défaut. C'est très moyen partout. Du moins, je vais pas dire moyen, c'est moyen plus partout. C'est ça, ça tank bien, ça frappe bien, mais ils sont assez peu nombreux, ils n'ont pas de renfort. Donc il faut vraiment bien maîtriser son bousin pour espérer faire quelque chose. Ouais, c'est ça. Parce que même si sur le papier, on regarde les stats, 3+, perf -1. 3 de save, c'est ward à 6. Voilà, on peut faire quelque chose. Donc ça, c'est dans le meilleur des mondes avec, comment ils s'appellent, les infanteries de base. Donc toi, les Saurus qui, quand ils sont sur l'objectif, ont +1 à la save. Donc on passe à save à 3. Exactement. On peut avoir une ward à 6 dans son territoire. Voilà. Donc c'est pas mal. On a 2 points de vie tête, donc c'est 10 points de vie les 5. Ouais. C'est pas mal. Et quand tu regardes sur le papier, c'est 2 attaques 3+, perf -1, dégâts 1, si je dis pas de bêtises. Exactement. De mémoire. C'est ça. Mais au final, ça fait pas grand chose. Non, il faut compter sur les Croxigors, mais les Croxigors peuvent dévisser avec leur 4+. Ils touchent à 4, et c'est ça le problème. Mais les 6, c'est mortel ou double ou critique. C'est critique 2 touches. Donc, si les étoiles s'alignent, les Croxigors, les gros crocos peuvent mettre des grosses baffes. Le Carnosaure est quand même une menace importante. C'est une grosse pièce sur la table où il y a quand même 14 PV, ça y va 4. Ouais, mais on l'a vu que ça tombe quand même assez facilement. Ça peut tomber assez facilement. En fait, le petit problème qu'on a eu, c'est qu'il est tombé face à des Fire Slayers énervés qui ont critiqué leur rune et qui en ont fait des sacs à main. Ouais, c'est clair. Donc, ça nous offre pas la meilleure image de l'armée. Néanmoins, je pense que c'est une armée qui a des ressources, Ouais, clairement. mais qui est beaucoup moins solide que ce qu'elle n'y paraît. On voit des gros lézards, on voit des crocodiles, on voit un T-Rex, on se dit là, je vais le raser. Eh, attention au petit nain qui court. Attention, toujours se méfier du petit nain qui court. Ouais, en fait, bah, c'est comme tout. On va avoir des armées qui vont être fortes contre d'autres fers de lance et inversement, on va avoir des match-ups où on va être en difficulté. Le fameux pierre-feuille-ciseau à chaque fois. Ouais, c'est ça. Mais ce qui est hyper intéressant dans ce format Spearhead, c'est que justement, on peut, au moment de faire sa liste d'armées, prendre ses optimisations en fonction de l'armée adverse pour un petit peu lisser ce pierre-feuille-ciseau qu'on retrouve un peu trop dans AOS classique. Ouais, bon alors là, on n'a pas joué à la V4 encore, on a fait que du fer de lance, mais c'est vrai que jusqu'à maintenant, en V3, c'était comme ça. C'est ça. Donc on va voir ce que ça va donner, mais on vous en reparlera dans une autre vidéo. Merci encore Cyril pour ton analyse et ton expertise sur les factions de l'ordre. Du coup, petite conclusion, t'en as pensé quoi toi? Maintenant, t'as plusieurs parties fer de lance. Qu'est-ce que t'en penses de ce format? Même si tu nous as déjà un petit peu dit ton point de vue là-dessus. C'est ça, comme je vous disais en début de vidéo, pour moi c'est la meilleure porte d'entrée au jeu. Moi ça me donne qu'une seule envie, c'est d'aller convertir du néophyte pour ce jeu passion, où vraiment c'est le format adapté pour faire découvrir ce jeu, qui est du coup beaucoup plus accessible et beaucoup plus sympa, hein, on va dire. Tu kiffes du coup? Oui. Parce que t'étais sceptique hein, à la base. Oui, très sceptique. Très sceptique, bah, j'avais justement l'impression qu'on m'enlevait des choses, qu'on m'enlevait des règles, qu'on m'enlevait des subtilités. Là où on m'en a enlevé, on a rajouté d'autres et ça a une bonne saveur. En fait, ce que j'aime particulièrement, c'est qu'ils aient réussi à lisser le double tour, qui est beaucoup moins... c'est quoi le terme? Il est beaucoup moins méchant. Ouais, il est plus subtil. Voilà. C'est dur, hein. Je crois qu'on a fait, sur toutes les parties que j'ai faites, on a fait... Peut-être que moi en tout, j'ai fait que 2 doubles tours parce que j'avais fait quelques parties en plus avec Alessia. Et pareil, moi j'ai pris aussi une seule fois le double tour. Donc en fait, le double tour, il est plus du tout comme avant. Il est plus automatique et ça le rend hyper intéressant parce que on aime ces jeux pour les choix qu'ils nous proposent. Ouais, c'est ça. Et bah, ils ont réussi avec les stratégies, avec les cartes, avec les bonus, à nous offrir un panel de choix qui est vraiment génial. Et j'ai hâte de jouer et de recevoir la V4. Top. J'espère que cette vidéo et ce format vous aura plu. N'hésitez pas à balancer un maximum de pouces et de commentaires. Comme ça, moi, je le sais et on fera la suite des analyses. Voilà, si vous voulez soutenir la chaîne et si vous aimez ce genre de format, n'hésitez pas, abonnez-vous, commentez la vidéo, activez la petite cloche pour rester notifié de toutes les futures vidéos qu'on vous fera
peut-être avec Cyril, s'il a la possibilité de revenir. On vous préparera aussi des rapports de bataille, etc., etc. Si jamais vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à faire un tour sur le lien Tipeee. Je rappelle que tous les tipeurs, vous avez accès à tous les jeux concours et il n'est pas trop tard pour participer au dernier jeu concours de la boîte Stormcast Scaventine. Elle est toujours en cours, elle est là. jusqu'à samedi 13 juillet, jusqu'aux sorties officielles de la boîte. Donc si vous voulez participer, n'hésitez pas. Si vous voulez aussi me soutenir en faisant vos achats via MyHobbyPlace, eh ben, c'est avec grand plaisir. Si vous voulez nous rejoindre aussi sur les autres réseaux, je suis un peu partout, TikTok, Insta, Facebook, etc., etc. J'ai ouvert 2 nouvelles chaînes, Lore et aussi Peinture, si vous voulez vous abonner. Et si vous voulez nous rejoindre sur le Discord, vous êtes les bienvenus, surtout si vous voulez faire vivre le format Fer de Lance qui est en train de se développer dans la communauté WizGame TV. Bon, merci encore à tous pour avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin et on vous dit nous à plus pour de nouvelles aventures. Ciao tout le monde!